Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue pendant le 20h, votre rendez-vous des opinions, l'actualité vue par la culture. Le récit politique au cinéma, c'est notre sujet du soir, avec la militante culturelle Marie-Jeanne Nicoli et le polémiste éditorialiste Paul Turki-Douriani. Suivi du décryptage proposé par la journaliste et éditrice Marie-Josée Arrigui-Landine et le cinéphile et historien Xavier Affre. Marie-Jeanne Nicoli, militante culturelle, présidente de l'ADIA à Ajaccio, Paul Turki-Douriani, doctorant en histoire et éditorialiste pour Pendant le 20h. Bonsoir à vous deux. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Alors ce soir, nous interrogeons la représentation du politique dans la fiction et particulièrement au cinéma. La politique, Marie-Jeanne, peut-elle se penser par le cinéma ? Ouais, je pense que oui, je pense que le cinéma est un art qui peut permettre de réfléchir aux politiques. Bien sûr, dans des films qui sont directement, puisque je crois que c'est surtout le sujet auquel nous allons nous attaquer ce soir, c'est surtout les films de fiction. Oui. Mais il y a évidemment toute la partie des documentaires qui parlent directement des luttes sociales. Bon. Donc oui, le cinéma, comme il est un art qui est miroir de la société, bien qu'il la transforme, la modifie et se décale par rapport à elle, nous fait réfléchir à la situation politique dans laquelle nous sommes, et en particulier les réalisateurs qui ont décidé de faire des films politiques, parce que au fond, il y a aussi, comme disait Costa Gavras, je crois, que tout film peut être interprété politiquement. C'est vrai. Et que donc, finalement, à partir du moment où on considère que ça parle à la fois des représentations, des rapports sociaux, du pouvoir, des institutions, ou même de sujets tout à fait intimes, ça parle quand même de la politique. Paul ? Moi, je dirais à la limite que je coupe le cinéma en deux parties à ce moment-là. Il y a effectivement ce cinéma qui est ou contemporain de l'action politique et du fait, ou en tout cas qui réagit a posteriori. On le voit sur les affaires du Watergate, notamment aux États-Unis, avec certains films, avec Robert Redford, etc. Et il y a le cinéma de science-fiction, qui lui peut se permettre justement d'imaginer le politique et ce qui peut advenir, alors sous bien sûr parfois une exubérance d'effets spéciaux, mais dans le fond, il y a toujours quand même une trame politique ou sociale ou philosophique qui permet justement de se projeter. Après, pour ce qui est du contemporain, je dirais, ou du a posteriori, il y a quand même, une espèce quelque part même presque de malhonnêteté, et je dirais une subjectivité des réalisateurs qui prennent souvent parti. Donc, est-ce qu'ils regardent le cinéma avec assez de recul, avec vraiment une objectivité ? Non. Je ne pense pas. Je pense qu'ils suivent une sensibilité, ce qui est tout à leur honneur. Ce sont des artistes. Et souvent, l'artiste utilise des mensonges pour dire la vérité. Et c'est souvent sa propre vérité. Donc, c'est une façon de voir la politique, mais ce n'est pas un outil, en tout cas, d'observation de la politique. Alors, pour contextualiser nos échanges, ces quelques mots du sociologue Michel Wiorka. La fiction permet de prendre du recul, de la distance, de dire le vrai, même si les événements sont fictifs, de rendre compte de logiques profondes qui travaillent la société et ses acteurs. Un cinéma en prise avec le réel, c'est une fiction en prise avec le réel, c'est ce que nous dit Michel Wiorka. Oui, mais le cinéma, c'est un discours ou un récit ou un langage. Bon, on ne va pas rentrer dans ces... en tout cas, c'est quelque chose qui reconstruit la réalité. Et c'est, comme vient de le dire Paul, une subjectivité. C'est-à-dire qu'il y a un point de vue du réalisateur. Et que ce point de vue, il n'est pas dénué de toute idéologie, on va dire. Donc effectivement, le seul élément qui peut permettre de penser, et qui a d'ailleurs questionné énormément de cinéastes, c'est comment on laisse un espace pour que la pensée et l'esprit critique du spectateur puissent s'exercer, et comment, par l'utilisation du scénario, de la musique, du découpage, enfin, etc., on ne remplit pas trop. C'est-à-dire qu'on laisse un espace où il y a des béances, du manque... Parce que, comme vous savez, il y a une phrase, moi, que j'aimais beaucoup, de Roland Barthes, qui disait qu'il n'aimait pas le cinéma, qu'il résistait au cinéma, parce que c'était du trop, du plein, et qu'il n'y avait aucun espace pour qu'effectivement on puisse laisser sa pensée ou son imaginaire. Ou du vide, comme le cinéma français. Donc, si par exemple, effectivement, Roland Barthes très justement dit qu'on ne laisse plus la place aux spectateurs, parce qu'il ne faut pas oublier que le cinéma, ça reste un média populaire.
Donc c'est un art très populaire, c'est un peu le compromis justement entre l'écrit et l'image. Ça permet de se faire une culture sans pour autant avoir à manger 5 bouquins par jour. Et donc c'est un petit peu formateur, je dirais, de l'éducation des masses. Et effectivement, à travers ce média-là, soit il y a du trop-plein et à ce moment-là, on conditionne les gens à quelque chose, soit il y a un vide complet, il y a un désintérêt total et on éloigne les gens de ce qui pourrait justement les ramener et les rapprocher de la critique, de l'esprit critique, de la politique ou même du cinéma lui-même, tout simplement. Donc je pense qu'il y a un juste milieu à trouver. Bon, en France, c'est ouvertement une catastrophe puisqu'on a préféré le sociétal au politique depuis longtemps. Paul, c'est intéressant sur cette différenciation qu'il peut avoir entre le cinéma, par exemple, américain des années 70, notamment très politisé, Sidney Pollack, Les 3 jours du Condor, le Watergate, ou même comme en France, Ali, comme Icare. Ou en France, mais c'est Costa Gavras, pareil, dans les années 70. Mais en France, Paul a raison, je voudrais qu'on reste, Marie-Jeanne, si vous le permettez, sur cette question-là, sur cette fracture qu'il peut avoir entre un cinéma très politique, très engagé, qui interpelle, et un cinéma plus sociétal. Un cinéma qui, au fond, peut-être, se tourne plus sur les arrondissements parisiens. C'est ça. Oui, mais moi j'irais même plus loin. Là, tout à l'heure, Vievorka disait on dit le vrai. Oui, si on considère que le cinéma remplit son rôle artistique, parce que l'art, effectivement, donne toujours un regard sur le réel qui est un peu différent, décalé, qui permet une certaine vérité de se faire jour. Mais quand même, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a deux choses importantes et que la différenciation, je la fais pas là. Je la fais sur le fait qu'aujourd'hui, il y a le cinéma dans sa grande majorité, malheureusement, allez, je ne sais pas si on peut dire 99%, mais globalement, on peut peut-être être aux alentours de 90%, est un cinéma de divertissement. Un cinéma qui véhicule, et là, pour le coup, c'est un outil politique et idéologique très, très, très puissant, parce que c'est un outil de conditionnement, de diffusion de valeurs. On voit bien comment le cinéma hollywoodien a essayé de fabriquer la culture américaine comme étant une culture universelle. Bon, tout ça est un peu schématique, hein, j'en conviens. Mais néanmoins, il y a... Mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites là, c'est que effectivement, le cinéma américain a une grosse masse de divertissement. On le voit dans les franchises Marvel, qui sont de plus en plus dégueulasses, hein, faut le dire ouvertement. Mais il y a quand même toujours dans le cinéma américain ou dans le cinéma anglo-saxon, voire dans le cinéma irlandais, comme des réalisateurs comme Ken Loach, etc., il y a toujours une dimension politique, sociale, intelligente, fine, même dans les œuvres comme je disais tout à l'heure, de science-fiction. Ils ont eu des Georges Romero qui ont livré des œuvres extrêmement politiques. Extrêmement politiques, voire impertinents, etc., qui remet en cause l'establishment et l'état des choses aux États-Unis. Alors qu'en France, on n'y arrive pas. Enfin, les gens n'y arrivent pas. Et je pense qu'en France, il y a effectivement cet enfermement sociétal où on préfère se faire 2h30 sur 2 bourgeoises enfermées dans une maison en Bretagne qui parlent de leurs névroses respectives autour d'un thé froid. Donc, on a réussi à désintéresser. D'ailleurs, on le voit, hein, c'est un fiasco. Les films marchent parce qu'ils sont sponsorisés souvent par le Centre national de la cinématographie, par les divers ministères, etc. Mais sinon, c'est vide et c'est cru. Alors que les réflexions politiques, etc., en France, en Europe en général, sont antérieures aux réflexions politiques aux États-Unis. La vieille Europe a cette tradition justement d'analyse et de critique du politique qui est cruellement absente de ces arts. Alors que doit-on conclure? Est-ce qu'on est plus capable de produire de l'impertinence ou justement de l'analyse, etc., tout en faisant justement du divertissement? Parce que même le cinéma le plus intelligent reste un divertissement. C'est la question que je me pose un petit peu et qu'on a peut-être aussi en Corse eu du mal à mettre en place. Évoquer, hein, oui, mais c'est vrai qu'il y a eu une période, même en Europe, très, très forte du cinéma politique. Bon, vous parliez tout à l'heure de Costa Gavras, mais il y a eu tous les Italiens. Oui, bien sûr. Il y a encore Pasolini, même Moretti. Ouais. Bon, Pasolini, pour moi, les films les plus politiques seraient finalement ceux de Godard ou de Pasolini. Mais ça, c'est encore une autre question. Je vous promets, Marie-Jeanne, nous ferons quelque chose. On a eu Tati en France aussi. Oui, Tati. Donc il y a eu une période en effet florissante, y compris du cinéma critique, parce qu'au fond, quand on parle de cinéma politique, on parle de quelque chose qui serait plutôt critique, voire subversif, qui incite à remettre en cause ce qui nous est donné, qui questionne la société, qui interpelle, et qui ne donne pas nécessairement de réponse. Au-delà du social, du politique et du culturel, je crois qu'on est venu vers le sociétal parce que le développement de la sociologie, notamment dans les universités, a fait que le cinéma français s'est adressé à des cibles, alors le film des ados boutonneux qui essaient de sortir entre eux, le film des Rombières, comme je le disais tout à l'heure, voilà, le film sur le prof désabusé, enfin, c'est des catégories. Alors Xavier nous dira qu'aujourd'hui, le cinéma français est un peu plus audacieux sur la politique, j'imagine. Oui, mais par exemple, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai vu dernièrement un film comme 120 battements
par minute. De Robin Campillo. Robin Campillo est un film, pour moi, qui est très très politique et qui pose, pourtant, il s'agit est-ce que c'est le film qui est politique ou c'est notre manière de le voir? Parce des questions, on va dire, qui seraient d'ordre que vous qualifieriez peut-être de sociétal, puisqu'il alors c'est Act Up, hein, il revient il raconte sur la vie d'Act Up. Et on voit vraiment un questionnement sur les valeurs. Mais là aussi, il y a une question, il y a un peu de propagande, entre guillemets, il vend quelque chose, il a quelque chose à vendre. Oui, mais alors. Parce que si on prend le cinéma, par exemple, noir des États-Unis ou politique. Là, clairement, c'était mettre en difficulté l'établissement, le pouvoir en place, dans les années 70 aux États-Unis, clairement, avec Cinépolac, etc. Voilà, Cinépolac, voilà. Pacula, etc. Pacula, je voudrais juste peut-être vous mettre d'accord ou pas. Est-ce qu'Une vie violente du réalisateur Thierry de Perrette est un film politique? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a des films qui sont politiques parce que l'intention et la volonté du réalisateur, c'est de de s'emparer d'un sujet politique. Oui, en quelque sorte, en tout cas, l'intention affichée, c'est de faire un film politique qui parle d'une certaine période, d'une situation en Corse. Donc la volonté de faire des films politiques permet sans doute de faire débattre et réfléchir sur des questions. Après, moi, je dirais que il y a une chose qu'on n'a pas évoquée et qui me paraît quand même essentielle, c'est l'idée que pour que le cinéma, enfin, à mon sens, pour qu'il y ait vraiment une fonction, on va dire, critique du cinéma, il faut qu'il s'interroge aussi sur les manières de faire un film et sur les manières de construire le langage du cinéma, qui est un langage artistique, avant tout, poétique, allégorique, tout ce qu'on veut. Pour revenir à Thierry Perrette, si je vais parler du cas de la Corse, c'est à la fois, je dirais, presque un croisement entre le film politique, le film sociétal, le film social, parce que la Corse elle-même en est à ce niveau-là. C'est-à-dire, on revient tout le temps dessus, mais c'est une société de porosité où tout s'imbrique, les réseaux sont très complexes, familiaux, etc. Et pour le coup, livrer un film même s'il raconte une histoire, quelque part, à travers cette histoire, il raconte l'histoire avec un grand H de la Corse. Et ces années dont on ne parle pas. On en parle très peu. Que l'on soit politisé ou pas, c'est quelque chose, les années 90, c'est resté quand même un peu un tabou. Et effectivement, alors Thierry de Perrette, à travers ce film-là, livre peut-être la grande histoire à travers la petite histoire, sans le vouloir intentionnellement. Alors, de là à dire politique, je pense pas réellement. Après, il faut bien évidemment que le cinéma corse, s'il existe et s'il est voué à exister, soit effectivement, en tout cas, sur une dynamique à la Pasolini, on en avait déjà parlé lors d'une émission précédente, qui s'inspire plus à la limite d'un cinéma italien, effectivement, à la Pasolini, qui est dur, qui est très intelligent, qui est très profond, plutôt qu'effectivement essayer de tirer le social à travers le sociétal. Ou même d'autres comme, on n'a pas parlé, Francesco Rosi, Céline, bien sûr. toute cette... Même si on revient beaucoup plus loin. Et même en Allemagne, Fassbinder, et tout ça, il y en a tellement. Juste pour rester très contemporain, excusez-moi, avant d'accueillir Marie Johary et Xavier Avre pour le décryptage, vous allez continuer à bavarder sur toutes ces questions-là. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le lieu du débat, de la confrontation, les séries télé, cet espace-là, quand on voit une série comme The West Wing, qui date déjà des années 90, qui questionne le pouvoir américain, le pouvoir de la Maison-Blanche, quand on voit plus récemment une série comme Baron Noir notamment, est-ce que cela questionne pas plus fortement, dans le temps, dans la durée, avec des moyens différents, peut-être même plus indépendants que le cinéma? Oui, déjà les moyens ne sont pas les mêmes. Il faut savoir que de nos jours, il coûte plus de produire une série, d'engager sur une longue durée une série, que de faire un film. Et effectivement, il y a peut-être... C'est la narration, je pose aussi la question de la narration. Oui, alors le danger, c'est qu'on fait aussi après je dirais presque du spectaculaire. C'est-à-dire que sur le temps, on dilue un peu cette capacité critique, cette capacité d'absorption du spectateur. Pourquoi nous ne sommes pas capables, excusez-moi, avant de passer aux 40 secondes, de faire une série en France, comme The West Wing, qui décrypte vraiment, c'est presque une leçon de science politique. Parce qu'on a la tradition du documentaire. Parce qu'on a la tradition du documentaire en France aussi. Moi, je trouve que vous avez raison. Le format série, qui est dans une longue durée, qui peut décortiquer de manière beaucoup plus précise et construire des personnages aussi beaucoup plus incarnés, beaucoup plus épais, si je peux dire, avec une certaine épaisseur, ça permet en effet, dans cette durée, je crois que c'est
la question du format, de peut-être être plus pertinent sur la critique politique. Alors, oui. à quand une série sur les coulisses de l'Assemblée de Corse? Ah, pourquoi pas. Justement, maintenant Mais que vous en il a parlez, raison, Philippe, c'est j'ai qu'on un a, projet qui... on a beaucoup plus de tradition du documentaire et du reportage en France et en Europe. Le documentaire sur Georges Frêche, le président, par exemple, Oui. est un exemple. Excellent documentaire. Voilà. Sur Macron Alors aussi, qu'aux il y en a États-Unis, pas mal. il y a Michael Moore qui est déjà plus propagandiste, etc. Gardez-en, parce que Michael Moore, il en sera question dans la seconde partie de l'émission. 40 secondes pour répondre à cette question, en tout cas, pour étayer vos arguments, donner d'autres arguments peut-être. Le cinéma peut-il être une arme politique? Est-il une arme politique? Je vous le demande, Marie-Jeanne. Oui, mais moi je pense que oui. C'est une arme politique. D'ailleurs, finalement, vous le savez, les gouvernants ne se sont pas trompés. On n'a qu'à voir le rôle de la censure et le rôle qu'ont joué les pays totalitaires, enfin les régimes totalitaires, pour le cinéma nazi, Mussolini, etc. Donc c'est une arme politique forte. Comme disait, je ne sais plus si c'est d'ailleurs Lénine ou Mussolini qui avait dit c'est l'arme la plus puissante, le cinéma. Et Capra aussi qui disait que c'était plus meurtrier que les fusils. Donc, c'en est une parce qu'au fond, le pouvoir de l'image est d'une puissance incroyable et insuffle dans chaque individu dont le désir est pris dans ce flot d'images, l'inconscient, etc., lui insuffle une vision du monde, des références, des mythes et des manières de voir. On fera un chrono spécial pour Marie-Jeanne Nicole. Un peu plus long que les 40 secondes. Je lui prête 30 secondes. Pardon, excusez-moi. Paul. Pas du tout, Oui, je vais rejoindre un peu ce qu'on disait là. Oui, effectivement, c'est une arme parce que c'est un divertissement, c'est populaire. Alors, je reviens dessus, il n'y a qu'en France où un petit peu on s'est pris où les gens se sont pris, les réalisateurs, les scénaristes, voilà, pour de grands psychosociologues, et donc du coup, ça devient absolument inintéressant. Mais sinon, c'est une arme puissante parce qu'elle est populaire, parce que les gosses, ils se sont nourris aux films dans les cinémas quand ils pouvaient rentrer aux États-Unis. On le voit souvent dans les séries, ils rentrent un peu en douce pour voir des films, etc. Et on nourrit un petit peu l'imaginaire collectif, l'inconscient collectif et la culture collective. Donc effectivement, oui, c'est surtout au-delà d'une arme politique, une arme de propagande. Oui. On la nourrit ou on la conditionne. On la conditionne. La politique fiction, nous l'avons dit, est un genre qui a connu ses heures de gloire aux États-Unis dans les années 70. Et aujourd'hui, ce récit permet-il de mieux comprendre la société? C'est notre décryptage culture avec Marie-Josée Harry-Landine et Xavier Affre. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Marie-Jo, nous allons débuter avec vous parce qu'on va laisser au chaud Xavier. L'expressionnisme comme révolte, tome 1. De Jean-Michel Palmier. Je suis ravie de parler de Jean-Michel Palmier, qui a été mon professeur à Paris 1 Sorbonne et qui était quelqu'un de brillant, qui est mort très prématurément. C'est quelqu'un qui était effectivement tout à fait passionnant, et dans ce livre-là, il va parler de l'expressionnisme, évidemment, comme révolte. Donc, il va parler beaucoup de peinture, d'architecture et de sculpture, mais aussi beaucoup de cinéma, parce que c'est extrêmement important en Allemagne dans ces années-là. Alors, ça commence évidemment en 1917 avec la création de la société de production UFA, qui en fait est créée pour faire des films de propagande. On est en 17, c'est la fin de la guerre, la guerre s'achève, l'Allemagne perd, et elle va connaître, cette société de production, ses heures de gloire justement dans les années 20-30, avec d'abord le cinéma muet allemand. Et elle va très vite, les réalisateurs vont très vite imposer un style, un ton, une technique, des techniques très, très élaborées et une esthétique, vraiment une esthétique. Alors c'est là que vont être créées les premières comédies romantiques de Lubitsch, mais il y a aussi tout ce cinéma expressionniste qui est beaucoup plus sombre, beaucoup plus noir, et qui a vraiment une esthétique très particulière avec des clairs-obscurs très insistants, des ruelles assez misérables. On est quand même en pleine crise, hein, on est juste après la guerre. C'est quand même un cinéma qui va faire remonter en fait des décors fantastiques et des monstres à l'écran, des monstres qui ne sont pas toujours fantastiques. C'est le moment où on va aller voir Nosferatu le vampire, on va aller voir le cabinet du docteur Caligari, le golem, Docteur Mabuse. Aime le maudit. Oui, j'y viens. Tout un tas de films, quand on les a vus, qui ne sont pas forcément des films d'une gaieté extraordinaire, mais qui sont, voilà, mais qui marquent tout à fait cette époque-là. Fritz Lang, donc, Aime le maudit, il va marquer l'époque avec Métropolis d'abord en 1927. Génial, ouais. Et puis d'une technicité aussi absolument extraordinaire. Et Aime le maudit en 31, qui est son premier film parlant. Alors, c'est étonnant parce que dans ces films, il dénonce déjà des choses. Et
pourtant, Goebbels, qui n'y voit rien, qui n'y comprend rien, en 1933, quand il est à la tête du nouveau ministère de la propagande, fait appel à lui pour chapeauter le département du cinéma du ministère de la propagande. C'est tout à fait ce qui convient à Fritz Lang qui prend la fuite. Non, enfin, il refuse évidemment et part très vite en 1934 vers la France, vers Paris et ensuite vers les États-Unis. Mais cela dit, là, on a eu d'abord les films de propagande, ensuite tous ces films expressionnistes avec M. le Maudit et L'Ange Bleu aussi de Sternberg, des films qui sont éminemment politiques parce que leurs enjeux finalement sont de parler de cette société bourgeoise allemande qui est en train de vraiment de tomber dans la déchéance, et c'est ça qui est en train de faire le lit du nazisme. Et c'est quand même assez clairement dit, c'est franchement évident. Alors évidemment, après, il y a quand le nazisme, en 1933, quand Hitler arrive à la chancellerie, la plupart des réalisateurs et des acteurs, ou juifs, ou simplement communistes, ou engagés simplement contre le nazisme, vont quitter l'Allemagne. Malheureusement, ils vont laisser cet outil. Marlène Dietrich va partir aussi, bien sûr. Et malheureusement, ils vont laisser cet outil magnifique, à des gens qui sont un petit peu plus proches du régime. Et on va continuer un cinéma. Donc normalement un cinéma qui va être un cinéma dans lequel la politique va être insidieusement mêlée, et un cinéma de propagande. Et ce cinéma de propagande, il va donc bénéficier de cette technique et de ces savoir-faire extraordinaires, des plans extraordinaires, des choses... Alors, le contenu est absolument insupportable, mais c'est bien fait. Et à tel point que Jean-Michel Palmier nous expliquait que ces films-là, moi j'étais donc son élève dans les années 80, que ces films-là n'étaient plus projetés publiquement, il n'y avait plus de projection dans les cinémathèques parce que à chaque fois, ça réveillait en fait des nationalismes, et il y avait toujours des groupuscules fascistes ou nazis qui venaient s'intégrer. Et c'était terrible, tellement c'était quand même prenant. Et au bout d'un moment, ils étaient donc sous contrôle, et on ne les montrait qu'à des chercheurs autorisés. Jean-Michel Palmier, l'expressionnisme comme révolte, tome 1. Xavier. Il y a beaucoup de choses à dire. Vous comprenez bien que c'est un domaine que j'aime bien particulièrement. Oui. Alors, peut-être la première chose que je voulais dire, juste 30 secondes, ce qui est intéressant, parce que tous les films sont politiques, en fait. Même le plus bête, par exemple Independence Day, pour citer qu'un exemple, est politique, non. Et politique parce qu'un film, c'est ce que nous avait pris Marc Ferraud il y a très longtemps, un film renseigne autant sur l'époque à laquelle pendant laquelle il a été produite. Donc, en ça, tout film est politique. Même Mon curé chez les nudistes, qui va expliquer que dans les années où il a été réalisé, oui, il y avait une certaine façon de faire du cinéma, et donc c'est politique. Ça, je ne le dirai pas deux fois. Alors, j'ai choisi un film que je n'aime pas, encore une fois. Dans cette émission, c'est mon choix, mais parce que ça répond à la thématique, parce que ça montre que armes politiques, oui et non. C'est souvent vain. C'est le cas de Michael Moore, avec sa méthode au bulldozer. Donc Fahrenheit 9/11, par exemple, qui a été Palme d'Or à Cannes. Il y a eu un énorme buzz pour ce film, avec Quentin Tarantino qui nous dit que c'est pour du cinéma qu'il a été récompensé. Moi, je ne sais pas où est le cinéma, mais j'en vois pas beaucoup. Mais le film était intéressant parce que, encore une fois, comme il est conçu, là, pour le coup, comme une vraie arme politique, c'était clairement affiché, c'était empêcher la réélection de Bush, ce qui a été un franc succès, comme on le montre bien. Magnifiquement réussi, n'est-ce pas? Voilà. Il a été mieux réélu, d'ailleurs, que la première fois en 2000. Bon. Alors, le film part des années 2000, c'est-à-dire de son élection tant critiquée, jusqu'à l'opération des Faucons en Irak, et jusqu'en 2003 avec cette dite de fausse guerre en Irak, enfin vraie guerre, parce que pour le coup elle a eu lieu, mais avec de fausses intentions. Et c'est pour montrer que quand on veut parfois faire du cinéma une arme politique, il faut quand même être assez clairvoyant. Michael Moore ne l'est pas, parce qu'il n'est pas pertinent dans ce film. C'est malhonnête intellectuellement, pour moi. Parce que ça sombre dans le pathos absolu, c'est-à-dire même le misérabilisme presque. Il s'y enfonce au fur et à mesure des documentaires. Et du coup, il échoue à sa vocation, c'est-à-dire il oublie de faire un film, parce que le cinéma, c'est quand même aussi quelque chose d'artistique. Et il oublie de faire un film, et un documentaire, c'est travaillé, et je pense que parfois, il a oublié que c'était travaillé. Et puis, il échoue à sa vocation première, qui était de quoi ? De faire rater l'élection de Bush, la réélection. Michael Moore, si tu nous regardes, il n'y a aucune chance. Xavier, dédicace. Deuxième film en quelques secondes. Et là, c'est un peu plus intéressant. Et regardez, pour vous montrer, on le verra. Voilà. Alors là, c'est vote ou crève. Il y a une filiation avec Romero, c'est un film de Joe Dante. J'associe Dominique Nadeau, qui est l'un des patrons de Nanarland. Voilà. Je salue Joe Dante, évidemment, extraordinaire. Ce sont des soldats qui ont fait la guerre en Irak, qui se réveillent. Enfin, qui sortent de leur tombe et qui vont voter pour battre Bush. Et je dirais que ce genre de film a peut-être un impact plus important, alors que c'est une série, on va dire B, Z, ça a plus d'influence que le travail de Michael Moore. C'est exceptionnel. C'est Joe Dante, alors, et avec des moyens, on rigole, parce que des fois c'est un peu tourné. C'est un peu tourné à la vite. Voilà, mais franchement, c'est pertinent, parce que c'est sous la forme de zombies, ils ressortent.
Et ils sont là, ils veulent aller voter et pour faire capoter le plan de Bush et l'empêcher d'être réélu. Donc, je trouve ça extraordinaire. Aussi, voilà. Et ça, c'est vrai que dans le cinéma français, ce genre-là, on n'a pas. Il était impossible même. Enfin, non. Avec cette vous imaginez des zombies venir voter pour empêcher la réaction de Sarkozy. Le cinéaste français. Vote ou crève. C'est la formule, mon cher Paul. Vote ou crève. La formule de notre ami Joe Dante. Joe Dante. Je voulais vous montrer, si vous avez 30 secondes, allez. Oui, on a même plus, on a 40 secondes. Parce que, évidemment, j'en ai pas parlé, mais voilà, la cinéma de propagande, par excellence, est une arme de guerre, en temps de guerre, mais même en temps de paix. Je veux juste qu'on pense, par exemple, au film sur 39-45 pendant le Vietnam. Ouais. Ça sent 39-45, mais ça transpire le Vietnam. C'est-à-dire que voilà, c'est important. Bon, évidemment, nous aurions pu parler d'autres films, d'autres réalisateurs. Nous ferons, hein, on va faire une saga des films politiques. On a fait le tome 1. On reviendra vous en parler. D'autres questions autour du cinéma. Merci à vous d'avoir débattu. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt, même lieu, même heure. Ça se passe pendant le 20h.